Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce live. Alors vous connaissez le principe, nous sommes en direct sur Facebook, sans filet, ce qui nous permet d'interagir. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en direct et tous ceux encore plus nombreux qui me suivent en replay. Je vous reçois aujourd'hui en Normandie et je voudrais parler d'un sujet qui m'exaspère au plus haut point. Et je vais vous dire, j'ai hésité avant d'en faire une vidéo, tellement le truc est énorme et je me suis dit, bon bah, on va quand même pas parler d'un truc aussi gros, c'est tellement au ras des pâquerettes, mais en même temps, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont tellement au ras des pâquerettes que parfois, bah, nous sommes obligés de leur répondre au niveau dans lequel ils sont. Et quand ils font preuve de culot, eh bien nous devons, nous aussi, leur répondre, alors avec des idées, comme nous l'avons fait ces derniers jours à travers plusieurs vidéos, mais aussi au niveau qui est le leur, parce que quand on est dans l'aberration, on est obligé de répondre à des aberrations. Et de quoi je parle? Vous me voyez venir. C'est Manuel Valls et le fameux article 49.3. Ces gens-là sont des pompiers pyromanes. Manuel Valls, qui a utilisé le 49.3 à 6 reprises, en l'espace de 2 ans et demi de Matignon, 6 reprises, un article qui permet au gouvernement de passer en force, c'est-à-dire sans demander l'avis de l'Assemblée nationale. Il a utilisé cet article à 6 reprises pour de très mauvaises raisons. La loi El Khomri, vous savez, ce fameux pavé de 588 pages qui est une déconstruction totale et dans lequel il n'y a rien de concret, un concentré de technocratie. Il s'en est servi pour faire passer ça. Il s'en est servi pour faire passer la loi Macron, notamment la libéralisation des lignes d'autocar, tout ça pour de très mauvaises raisons. Alors qu'il a, et là je veux répondre à Éric Olivier qui vient de me faire un commentaire sur Facebook, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, cher Éric, l'article 49.3 a été utilisé plusieurs fois dans notre République et je ne suis pas en train de faire un live pour m'inscrire en faux contre l'article 49.3. Je pense que c'est un article qui est utile en certaines circonstances. En revanche, ce qui m'exaspère au plus haut point, c'est que celui qui se sert du 49.3, alors qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale, j'insiste, Michel Rocard, qui est le Premier ministre qui a le plus utilisé le 49.3, n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça change tout. Il l'a utilisé pour des mauvaises raisons, pour des petites lois, alors qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il débarque, tranquillement, avec une désinvolture rocambolesque, en nous disant quel culot. Je veux rafraîchir le débat démocratique, je veux contribuer à cette grande renaissance démocratique française et je crois que le 49.3 n'est plus en adéquation. Mais moi, pardon, mais c'est ce type de culot-là, ce type de toupet qui consiste à se contredire, mais de façon aussi éhontée et en aussi peu de temps pour des questions de politique politicienne. Ce que vous dites, cher Eric, s'agissant de Macron, c'est en partie vrai. Eh bien ça, c'est la politique dans ce cas-là de plus détestable, chers amis. Et parce que le renouveau démocratique, parlons-en, Manuel Valls veut œuvrer au renouveau démocratique. Ah bon, vraiment? Le même Manuel Valls qui nous a signé la veille de son départ un décret, sans consulter personne, pour placer la Cour de cassation sous le contrôle direct du gouvernement. Ouais, un grand démocrate. Le même Manuel Valls qui, il y a quelques mois à peine, quelques semaines même, a parrainé une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui est une loi qui contient notamment la possibilité de saisir vos contrats d'assurance vie dans l'hypothèse d'une crise financière. Un racket d'État organisé au service des banques et des assurances. Oui, ça c'est Manuel Valls, chers amis. Le même Manuel Valls, son gouvernement, qui il y a 6 mois, en plein week-end de Pâques, a fait passer une loi pour verrouiller les conditions pour se présenter à l'élection présidentielle. Le même Manuel Valls qui nous a fait passer une loi renseignement. Une loi qui permet aux autorités de police, et donc politiques, de surveiller toutes les communications Internet, toutes les communications téléphoniques, sans avoir besoin de l'autorisation d'un juge d'instruction. Le même Manuel Valls qui, il y a quelques semaines à peine, a décidé la création d'un fichier national des cartes d'identité. Alors, nous avons là
probablement le régime politique, le gouvernement, je vais employer un mot fort, mais je le pense sincèrement, le plus dictatorial de la Ve République. Vraiment. Un gouvernement qui a fait tomber toutes les libertés individuelles, avec la bénédiction de Manuel Valls, qui était le chef du gouvernement. Un gouvernement qui organise un racket sur nos contrats d'assurance vie lors de la prochaine crise financière, qui verrouille les conditions d'accéder à l'élection présidentielle, qui enlève la séparation des pouvoirs qui est essentielle. Et il arrive aujourd'hui, en campagne électorale, parce que évidemment, la campagne électorale, ça vous change un homme, en nous disant qu'il a envie de renouveler le jeu démocratique. Et le pire, c'est qu'il y croit sincèrement. Quand Manuel Valls nous dit la semaine dernière dans Le Parisien, 3 jours après avoir quitté Matignon, « Je veux être le candidat de la révolte », nous disait-il. Mais quel toupet! Le candidat de la révolte. En même temps, comme je vous le disais dans une petite vidéo il y a quelques jours, ça a plutôt bien réussi à Emmanuel Macron, qui lui se présente comme le candidat anti-système. Emmanuel Macron qui est le pur produit du système, qui est l'homme politique qui a le plus de une de presse depuis 6 mois, qui a démissionné de la fonction publique extrêmement tard, inspecteur général des finances, banque d'affaires, etc. Voilà, c'est l'antisystème, le révolutionnaire, et manifestement ça marche plutôt pas mal. Et donc il nous fait exactement le même coup, Manuel Valls. Et tous ces gens-là, ils n'hésitent pas à mentir, et ça passe comme une lettre à la poste. Quand le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, sur son site, sur son CV, nous rajoute des diplômes qu'il n'a pas. HEC, ESSEC. Et là, évidemment, vous avez des journalistes qui tombent dessus, qui font un minimum de recherche, et ils se rendent compte de la supercherie. Oui, Bruno Le Roux, notre ministre de l'Intérieur aujourd'hui, a menti sur son CV. Et là, alors que dans une démocratie éclairée et mature, cela devrait créer une véritable polémique avec une démission du type. Non, le type se contente d'un communiqué, même pas de lui d'ailleurs, de son directeur de cabinet ou de je ne sais quoi encore, qui nous dit avec la même désinvolture, oui, pardon, c'était une erreur. Alors, quand on voit tout ça, on comprend cette volonté de renverser la table qu'il y a aujourd'hui dans l'opinion publique. Quand je lis aujourd'hui que la France, en 2017, va emprunter 187 milliards d'euros sur les marchés financiers pour financer son train de vie, alors que nous, dans notre quotidien, les citoyens, on voit bien que tout le système, le château de cartes est en train de s'effondrer. Regardez l'état de nos écoles, regardez l'état de nos hôpitaux. Et ces gens-là jouent à la roulette russe, ce sont des pompiers pyromanes, ils sont en train de casser un jouet. Ils sont en train de casser les institutions de la Ve République. Ils sont en train, et je pense notamment à François Hollande, de casser la fonction présidentielle. Ils l'ont fait après avoir cassé notre armée, après avoir cassé notre justice, après avoir cassé notre police. Ces gens-là n'aiment pas la France. Ils sont les déconstructeurs de la France. Et il nous appartient, à nous, la société civile. Et j'insiste et je porterai ce message. Et jusqu'au bout, il nous appartient à nous, la société civile, de nous mobiliser pour incarner une alternative qui soit honnête, qui soit sincère, une alternative qui ne soit pas conditionnée par des déclarations qui sont aussi stupéfiantes que celles que l'on peut entendre ces derniers temps. Et je vais vous dire pourquoi ça peut marcher avec des gens comme nous. Parce que la politique, ce n'est pas notre métier. Nous n'avons pas besoin de la politique pour vivre. Nous n'avons pas besoin de la politique pour rembourser notre emprunt immobilier. Nous n'avons pas besoin de la politique pour avoir un statut. Eux, oui. Eux, la politique est leur métier. La politique, c'est leur gagne-pain. Ils ont besoin de la politique pour rembourser leur emprunt immobilier. Ils ont fait de la politique un métier et donc ils en ont oublié l'essentiel, qui est la bataille des idées, qui est la bataille pour le pays, qui est la bataille de France, dans ce monde qui est extrêmement tourmenté et qui nécessite que notre pays se batte avec des pilotes à bord. Mais comment voulez-vous vous battre si votre perspective absolue est la prochaine élection? Eh oui, cher Henri, vous avez raison d'être offusqué. Alors, cher Eric, vous dites, Rafik, le socialisme est la raison. La France
voyez-vous, a beaucoup souffert ces dernières années, ces dernières décennies même, de ce que j'appelle l'étalon Mitterrand. François Mitterrand a imposé le socialisme et plus généralement une certaine forme de gauche morale, de bien-pensisme, de politiquement correct. Et tous les présidents qui sont arrivés après lui, enfin tous les hommes politiques, se sont étalonnés là-dessus parce que, évidemment, si on est contre le socialiste, c'est qu'on manque de générosité, c'est qu'on est individualiste, c'est qu'on n'est pas ouvert sur le monde, c'est qu'on n'est pas ouvert d'esprit. Et donc, depuis 30 ans, la droite passe son temps à s'excuser de ne pas être de gauche. C'est ça la réalité. Et tous les hommes politiques passent leur temps à s'excuser de ne pas être socialistes. C'est quand même fantastique. Et nous vivons aujourd'hui encore dans l'héritage de ces années Mitterrand qui ont cassé la France. Vraiment. Et c'est pour ça, chers amis, que nous nous engageons, et c'est pour ça que nous le ferons, même si ça va être extrêmement difficile ces prochains mois, même s'ils ont verrouillé tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous présenter à une élection présidentielle, eh ben, je peux vous dire que nous ne lâcherons pas le morceau. Et ce message qui est si indispensable, qui est celui de la société civile, qui est celui de la France, qui est celui de notre France, de 60 millions de personnes. Parce que, en fait, aujourd'hui, vous avez un schéma où vous avez un pays, une nation, un peuple, et une poignée de quelques centaines de personnes complètement déconnectées qui se sont structurées en caste et qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et bien le jour où nous ferons sauter ça, chers amis, et ce jour, il est proche, en tous les cas nous allons y œuvrer, eh bien nous pourrons enfin écrire l'histoire, écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays qui aujourd'hui, nous le savons, traverse les difficultés que nous connaissons. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, vous savez à quel point c'est essentiel à diffuser ces vidéos, à les partager, parce qu'aujourd'hui c'est notre moyen de communication principal, même si les médias commencent à s'intéresser à nous, vous le savez. D'ailleurs je vous donne rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine, ce sera le 26 ou le 27 décembre, dans les 4 vérités le matin sur France 2, ce qui montre bien que quelque part, et y compris dans le système, on commence à se rendre compte que le système va s'effondrer et qu'il faut donner la parole à des challengers, à des outsiders. Et donc c'est dans ce cadre-là que je compte prendre la parole et je dirai les choses telles que je vous les ai exprimées aujourd'hui. Et encore une fois, je compte sur vous. Vous êtes, oui, cher Xavier, j'en profite pour te saluer. Et donc le live, le replay de ce live est disponible dans les minutes qui viennent sur Facebook. Et encore une fois, n'hésitez pas à le diffuser et à le partager. Vous êtes des dizaines de milliers chaque semaine à voir ces lives et à les partager. Et c'est absolument essentiel dans l'aventure qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, chers amis, Rafik Smati, en direct de Trouville, en Normandie, une des superbes régions que compte notre si beau pays. À bientôt.